direct du Carrefour international du bois 2026 pour cette 3e journée. Et c'est avec un immense plaisir que je vous propose de découvrir l'univers des communes forestières françaises avec Alain qui est présent. Bonjour Alain, merci d'être parmi nous. C'est un plaisir. Donc Alain, je vais te laisser te présenter et nous présenter rapidement Communes Forestières France. C'est ça. Alors moi je suis directeur de cette fédération qui existe depuis 1933 et donc qui a changé d'identité graphique récemment pour harmoniser tout l'ensemble du réseau des communes forestières puisqu'il est composé de nombreuses associations départementales, d'unions régionales. Et donc cette fédération a été créée, je le disais, en 1933. À l'origine, ce sont des communes propriétaires de forêts qui se sont fédérées pour une action syndicale au départ qui visait à défendre les intérêts de ces communes face à l'administration des eaux et forêts. Ça ne se passait pas toujours très bien. Avant que l'Office national des forêts existe en 1964, soit créé en 1964 ou 66, je ne sais plus exactement la date. Mais c'était une fédération qui s'est créée sur ces bases-là de défense syndicale des intérêts des communes propriétaires de forêts. Et combien il y a de communes forestières en France Alors, aujourd'hui ? de communes propriétaires de forêts, parce qu'il va falloir distinguer ce que l'on entend par commune forestière aujourd'hui. Mais voilà, et par exemple, là, vous avez une présentation. Donc, notre fédération, il y a 6000 communes adhérentes et elles ne sont pas toutes propriétaires de forêts. Donc, pour répondre à votre question, les communes, il y a à peu près 14 000 collectivités qui sont propriétaires de forêts en France. C'est issu de l'histoire de la forêt française. Après la Révolution, les forêts soit sont devenues propriétés privées, ce qui est la majorité, 75% des forêts en France sont privées. Et puis certaines régions ont décidé de maintenir les forêts au sein de la communauté villageoise des communes. Donc il y en a 14 000. Alors, dans ces 6 000 communes adhérentes chez nous et collectivités, il y a des départements, il y a des régions, il y a des communautés de communes qui n'ont pas 1 hectare de forêt parce qu'elles sont intéressées par les actions que l'on mène aujourd'hui. Ça, c'est hyper intéressant. C'est ce que tu me disais en préparation du coup de ce plateau télé. C'est que vous avez ouvert les portes à des communes, des collectivités qui ont un engagement, qui ont envie en fait de contribuer à la décarbonation, qui ont envie de construire en bois. Voilà. En fait, si on peut passer une slide qui explique le rôle des élus, là, celle-ci, voilà. En fait, un élu sur le territoire, il fait plein de choses. Il est aménageur du territoire, il est prescripteur de la commande publique, il est responsable de la sécurité, il est médiateur, il passe son temps à faire de la médiation avec la population pour expliquer que le coq qui chante, c'est peut-être pas normal et que la route qui a un trou, on va le réparer, enfin, etc. De la médiation permanente. Et puis, ils sont aussi propriétaires de forêts et transmettent un patrimoine que leurs prédécesseurs leur ont légué et qu'ils vont léguer aux successeurs. Et donc, là, on est au Carrefour international du bois. Donc, si on parle de la prescription de la commande publique, pour être adhérent chez nous, on n'a pas nécessairement besoin d'être propriétaire de forêt parce que lorsqu'un élu décide de construire, de rénover, nous, on l'incite à utiliser des matériaux biosourcés, dont le bois. Et donc, dans sa commande publique, on va l'aider et l'accompagner à orienter ses choix. Et de plus, on y ajoute une couche supplémentaire, c'est qu'on veut que ce soit en circuit court avec une traçabilité des bois. Oui, il y a un rôle, je dirais, de soutien à l'économie locale important grâce aux communes forestières. Alors, le but principal de notre fédération, c'est effectivement d'accompagner nos élus et leur préoccupation, c'est de faire vivre leur territoire, c'est de garder des emplois, c'est de trouver un équilibre, notamment en forêt, entre l'usage que l'on peut faire de l'économie du bois, de l'accueil du public, de la protection de la biodiversité. C'est un élu, il est là dans l'intérêt général et il est là pour trouver des équilibres et c'est son souci permanent. Et en forêt, ça parle encore plus parce que l'équilibre écologique et écosystémique, c'est un vrai défi dans un contexte en plus de changement climatique où on a aujourd'hui des incertitudes, des vraies peurs de mal faire parce que
moi, je suis forestier de formation, ça fait bien longtemps que j'y suis plus, mais à la fonction que j'occupe. Mais en tout cas, quand on préconisait à un propriétaire de forêt, qu'il soit privé ou public, Oui. je vous conseille de faire ça et dans 50 ou 60 ou 100 ans, vous allez retrouver, etc. Aujourd'hui, c'est pas vrai. Bah oui. Il y a un doute permanent sur voilà. Donc Parce qu'on ces maîtrise pas. incertitudes, donc ces équilibres, il faut tout le temps les remettre en question. Les communes forestières, est-ce qu'elles exploitent les communes forestières propriétaires de forêts? Est-ce que toutes les exploitent ou pas? Alors nous, on n'exploite personne, hein. Oui. On récolte. Récolte. Ah La oui. sémantique est Ah importante. ben oui. Merci pour la correction. Parce que la Oui. récolte de bois, c'est une nécessité. On est Ouais. au carrefour, je répète, au carrefour international du bois. Tout le monde veut du bois chez lui. C'est vrai. Tout le monde veut des belles forêts. C'est vrai. À un moment, il faut les récolter, Oui. il faut aller chercher le bois. Alors, toutes les forêts sont multifonctionnelles, c'est-à-dire Oui. qu'elles ont ces trois rôles social, environnemental et économique, et il faut jouer sur ces trois rôles en même temps. Après, il y a des forêts qui sont moins récoltées que d'autres, Oui. parce que parfois le propriétaire a fait le choix de ne rien faire et de laisser en libre évolution cette partie de Ouais. forêt, ou parce que c'est inaccessible. Oui, c'est vrai. Il y a une partie des forêts qui ont un rôle majeur, par exemple, de maintien des sols en montagne. On parle notamment des zones de restauration des terrains de montagne qui se sont développées depuis 150 ans. Ces forêts-là ne sont pas des forêts de production en tant que telles. C'est des forêts qui sont là pour tenir les sols. Cependant, il faut quand même récolter du bois Bien sûr. Ouais, parce que les arbres sont comme ce sont des êtres vivants. À un moment, ils meurent. Il faut aller les chercher. Il faut renouveler les arbres pour que les jeunes reprennent le relais de ce maintien des sols, par exemple. Surtout dans le contexte actuel, en fait, avec certaines Ah ben, essences qui souffrent. quand toutes. même. Ouais. Il n'y en a pas une qui souffre pas. Mm. Aujourd'hui, le changement climatique, il est vraiment là. Il est violent. C'est une tempête silencieuse. Ouais. C'est-à-dire que quand on a un grand coup de vent, on voit les arbres par terre, etc. Mais là, c'est une tempête silencieuse qui est permanente. Là, en ce moment, on vient de passer, la semaine dernière, Ah on était au mois de Horrible. mai, on avait 40 degrés à Ouais. certains endroits. Peut-être pas 40, mais enfin on était à Non, on était 38, pas loin, hein. 38 et demi. Ouais. Bon, c'est quand même pas normal. Et donc les arbres encaissent sans arrêt des chocs comme ça. Et on sait que l'évolution climatique, on savait que ça allait arriver. On ne pensait pas que ça allait arriver aussi vite, aussi tôt. Et il est absolument nécessaire qu'on accompagne. Il y a des gens qui nous disent qu'il faut laisser faire la nature. Ah oui. Oui, on peut. C'est un choix. C'est un choix. C'est un choix de dire on peut laisser faire la nature. La nature, elle n'a pas besoin de nous, hein, elle se débrouille. Elle s'est toujours débrouillée dans toutes les catastrophes avant que l'humanité existe et quand l'humanité disparaîtra. Bon. Mais là, dans la situation dans laquelle on est, en ayant besoin de bois, il faut aider ces forêts à s'adapter parce que la rapidité du changement climatique est telle qu'elles ne peuvent pas le faire comme on le souhaite nous, exactement comme Oui. on Pour atteindre les objectifs de décarbonation, mais Par aussi pour soutenir simplement La les filière. forêts françaises, parce que les forêts, elles souffrent, tu le disais, C'est c'est ça. quand même un puits carbone important. C'est Donc ça, si on qui s'est n'agit pas, ralenti, qui s'est ralenti beaucoup à cause des crises sanitaires, etc. Ouais. Donc là, c'est vraiment, on a devant nous, je ne sais pas combien d'années, je ne fais pas de prévision, bah j'ai ouais, pas, ouais. mais 10, 20, 30 ans d'adaptation de ces forêts face au changement climatique. Ouais. Les communes forestières, vous les accompagnez donc sur le terrain, à travers des outils. Comment ça se passe un peu votre accompagnement? Alors, oui, on les accompagne. Donc, en fait, notre fédération qui s'appelle Communes Forestières France a trois grands piliers. Oui. Le premier pilier, c'est le pilier syndical dont j'ai parlé tout à l'heure. Ouais. Ensuite, le pilier démonstration. D'accord. Il y a 20 ou 25 ans, quand on a commencé à parler du bois énergie, on nous disait mais, chauffer des bâtiments publics avec du bois, mais c'est une Quelle hérésie, quelle utopie, mais qu'est-ce que vous faites avec votre Ouais. gazogène, etc. Enfin, on en était là. Hein, et puis c'était, il n'y a pas de chaufferie, donc il n'y a pas d'appro, il n'y a pas d'appro, il n'y a pas de chaufferie, donc c'était l'histoire de l'œuf et de la poule. Et en fait, il a fallu construire progressivement et démontrer que c'était possible. C'est pareil, on nous dit que nos bois français ne valent rien. On nous disait ça, on ne le dit plus, on le dit moins, on le dit beaucoup moins.
Mais il a fallu démontrer que les bois français, les bois de nos massifs, des Alpes, des Pyrénées, du Massif central, sont des bois qui sont tout à fait, qui peuvent se tenir dans la construction. Donc on a monté des programmes pour démontrer que c'était faisable. Donc c'est ce deuxième pilier de démonstration, c'est d'un accompagnement des élus pour leur dire on vous prend la main et on vous accompagne pour vous montrer que c'est possible. Et donc on a par exemple le type d'outil, là il est affiché, c'est l'outil d'analyse des retombées territoriales. Cet outil d'analyse des retombées territoriales, c'est un moyen pour dire à l'élu, je suis élu, je décide de construire avec le bois, qu'est-ce que ça va avoir comme retombée sur mon territoire? Et si en plus je choisis de le faire en circuit court, quels sont, par rapport, si je ne le fais pas en circuit court, quels sont les avantages et les inconvénients? Donc cet outil qui a été créé avec un bureau d'études qui avait travaillé avec des entreprises dans tas de domaines, qui cherchaient à valoriser leurs achats environnementaux, écologiques, etc. Donc on l'a adapté au territoire forestier. Et donc, en rentrant, alors il y a deux niveaux. Un premier niveau qui est un niveau simple, avec quelques éléments, on sait combien d'emplois on maintient, etc. Et puis un niveau pour les adhérents qui va beaucoup plus loin, qui étudie le projet dans le fond. En fait, vous permettez une projection, quoi. C'est super. C'est ça. C'est-à-dire c'est une manière de rassurer l'élu qui se dit « Ah oui, mais le bois c'est cher. Ah, le bois c'est pas facile. » etc. Regardez, non, c'est pas. Alors parfois, il peut y avoir des situations où on peut abandonner le projet en se disant, ça a été le cas par exemple sur le bois énergie, où les investissements faits par la commune étaient trop élevés par rapport au retour sur investissement, donc il valait mieux. Mais aujourd'hui, des communes qui ont fait le choix du bois, elles ne le regrettent pas. J'étais récemment dans plusieurs assemblées générales, parce qu'on est dans des renouvellements après les municipales. Exactement, on va parler dans quelques minutes. Et ceux qui ont investi il y a 10 ans dans les chaudières bois, ils ne le regrettent pas aujourd'hui, avec le prix du gaz, du pétrole, les détroits d'Ormuz et tout ce qui se passe dans la géopolitique. Il y a quand même ils étaient un peu montrés du doigt, on rigolait. Maintenant, on rigole plus. Voilà. On a évoqué sur d'autres plateaux en fait le formidable atout que sont les appellations contrôlées, en fait les certifications, les labels, pour rassurer aussi les maîtres d'œuvre, maîtres d'ouvrage et le grand public sur la traçabilité des bois. C'est ça. C'est ce qui vous a donné envie, ce qui t'a donné envie de créer, ce qui vous a donné envie de créer du coup les marques comme Bois des Alpes. C'est ça. Alors en fait, dans les massifs de montagne, on a ce qu'on appelle des handicaps. C'est plutôt des avantages, la nature, etc. Mais la montagne, c'est moins accessible, etc. Et pour extraire, récolter ces bois, c'est plus compliqué. Et puis, ce sont des bois qui étaient marqués comme pas valables dans la construction. Donc on a fait des travaux pour démontrer avec des entreprises que ces bois, ils étaient tout aussi valables dans la construction que n'importe quel autre bois. Après, c'est toute une chaîne de valeur à constituer. Ça ne se percute pas avec le marché mondialisé du bois, mais c'est complémentaire. C'est pour permettre à ces massifs de valoriser et d'avoir des retombées territoriales en utilisant la ressource locale, en fait. Donc il y a 4 marques aujourd'hui de certification Bois des Alpes, tu les as citées. Le bois des territoires du Massif central, le bois des Pyrénées et l'Ignum Corsica en Corse. Et puis vient aussi par-dessus le label Bois de France, qui lui n'a pas du tout la même façon le même référentiel, la même façon de cette chaîne de traçabilité. Donc c'est différent. Ce label et ces 4 marques peuvent très bien fonctionner ensemble et se compléter. Ouais, totalement. Alors tu disais, c'est vrai que les élections c'était hier, les nouveaux maires sont arrivés, c'est encore tout frais. Oui. Et donc du coup, comment ça se passe les nominations de membres dans les conseils, je sais pas, dans les conseils d'administration, conseils régionaux, les conseils d'administration des associations. Oui. En fait, une commune ou une collectivité, parce que je disais, il y avait il y a des conseils départementaux, il y a des conseils régionaux, il y a des communautés de communes, enfin, etc. Lorsque les élections
ont lieu. Oui. Donc là, c'était les municipales. Chaque adhérent qui paye une cotisation à notre fédération désigne au sein de son conseil municipal un délégué titulaire et un délégué suppléant. Et après, ces délégués suppléants et titulaires peuvent représenter leur commune adhérente ou leur collectivité au sein des associations de communes forestières. Il y en a 53 en France. Il y a 9 unions régionales, ou s'investir beaucoup plus dans la gouvernance de ces associations, voire être désignés par leur association, que ce soit départementale, régionale, nationale, dans toutes les instances qui existent autour de la forêt. Les commissions de chasse, les CDPNAF sur le foncier, je ne vais pas les citer toutes, mais il y en a une pléthore, etc. Et là, on a besoin d'avoir des élus qui s'intéressent à ces questions-là pour porter la voix des élus des communes sur ces sujets-là. Donc, en général, on travaille, pas en général, on travaille avec tous ces gens-là qui choisissent une thématique sur le bois construction, sur le foncier, etc. Et en fait, sur les 6 ans de mandat, parce que là, les municipales ont eu lieu, ils en prennent pour 6 ans. Et dans 6 ans, on renouvellera, etc. Donc 6 ans, c'est pas mal parce que ça permet de construire quelque chose, d'avoir une continuité dans l'action. Et puis de former ces élus à avoir une voie commune. Oui, donc si je suis intéressée, impliquée, j'ai envie de travailler du coup sur le fond et d'agir, je peux adhérer en fait à une commune forestière. Toutes les collectivités aujourd'hui peuvent adhérer puisque, comme je l'ai montré tout à l'heure, expliqué dans le schéma, aujourd'hui par exemple, sur la carte qu'on a vue tout à l'heure, il y a l'association du Morbihan. Oui. L'association du Morbihan, elle a été créée il y a 2 ou 3 ans, je ne me souviens plus. Il y a 15% de forêt dans le Morbihan. Bon, il doit y avoir 1 ou 2 communes propriétaires de forêt. Ce n'est pas le sujet, la propriété forestière. Sauf que l'élu qui a choisi de monter cette association, il s'intéresse à la question du bois dans la construction. Oui. Et puis, il y a un sujet, on m'aurait dit il y a 5 ans que les forêts de Morbihan brûleraient. Je ne l'aurais pas cru. Les incendies, c'est vrai. Et l'élu local, il a une responsabilité pénale par rapport à la question du risque. Donc, ces élus du Morbihan qui voient que des incendies de forêt peuvent aujourd'hui arriver dans leur département, il faut les former. On fait à tel point qu'on a explosé le nombre d'élus formés. On est à près de 8000 en 2025. On formait entre 3 et 4 000 élus par an sur des tas de sujets. Mais là, avec la propagation du risque incendie dans beaucoup de départements, leur expliquer quels sont leurs droits, quels sont leurs devoirs, quel est leur rôle en tant que maire. Et ils ont des rôles très importants. Ouais. Lorsqu'un incendie de forêt se déclare, ils sont directeurs des opérations de secours. Ah oui. C'est eux qui prennent en main jusqu'à ce que, éventuellement, malheureusement, ça s'étende ou le préfet prend le relais. Donc tous ces éléments-là, on leur amène ces formations pour les rassurer. Là, je ne suis pas sûr qu'on les rassure, parce que quand on leur... les préparer, en fait. Les préparer, c'est ça, les préparer. C'est indispensable. Voilà. Aujourd'hui, vous avez les moyens, du coup, d'agir, parce que on entend de façon très pragmatique le rôle indispensable et important que vous avez dans les territoires. Est-ce que vous avez les moyens d'agir on a plein de moyens d'agir. Alors après, on n'en a jamais assez. On a plein de moyens d'agir parce qu'on se les a donnés, les moyens aussi. C'est-à-dire que depuis une vingtaine d'années, en élargissant notre champ d'action, on a intéressé des élus nouveaux adhérents, puisqu'on est passé de 4500 à plus de 6000 aujourd'hui. Et puis on a intéressé des conseils régionaux, on a intéressé des financeurs, on a intéressé des ministères, on est impliqué dans l'interprofession forêt-bois. Notre président national est trésorier de l'interprofession nationale. Donc on a des financements. Donc on a des moyens d'agir et parce qu'on se les donne aussi, parce qu'on initie des projets, on répond aux questions des élus. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut dire qu'il n'y a pas un sujet qu'un élu de commune sur la forêt et la filière bois se pose où on n'a pas travaillé un peu dessus. Alors on est plus ou moins expert dans le domaine, mais il y a des sujets sur lesquels on est devenu très expert, d'autres qu'on est en train d'explorer. Alors par exemple, il y en a un, c'est les aménités forestières.
C'est comment on rémunère le service rendu par la forêt, qui est gratuit pour la plupart des gens, mais protection des eaux, protection des sols, enfin, etc. Oui. Ça, c'est un vrai travail pour des communes rurales qui, parfois, ont leurs moyens qui ont fondu comme neige au soleil. Ouais. La filière forêt-bois est considérée comme un levier de souveraineté et de transition écologique. À condition de tracer les bois et d'utiliser notre ressource locale. Bah oui. C'est-à-dire que c'est vraiment la souveraineté, et c'est pour ça qu'on fait on incite à utiliser la ressource au plus près du territoire. Alors, on n'est pas dogmatique. Hein. Oui. Quand on a un projet et on n'a pas la ressource, il faut aller la chercher un peu plus loin. Mais on ne cherche pas la facilité là. Hein, et parfois, ça fait des débats intéressants avec des entreprises qui, elles, veulent faire tourner, et à juste titre, leur outil de travail et n'ont pas besoin de contraintes, parce que des contraintes, on n'en manque pas aujourd'hui. Hein, on nous en rajoute de plus en plus, voire même on en crée quand il n'y en a pas besoin. Mais je ne vais pas faire de polémique. Quels sont les défis combat, c'est peut-être un mot fort, à moins que tu ne me contredises, mais les défis auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui? Le défi, c'est le défi climatique. Ouais, numéro 1. Le numéro 1. Ouais. Et c'est pour ça que nous, on a vraiment une demande très forte depuis 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, c'est que l'on souhaite que se mettent en place, alors on est en train de les mettre en place, des cellules d'anticipation au changement climatique. Les élus sur le terrain, ils ont besoin de savoir. Ils ont des tas d'informations qui sont contradictoires. Il faut faire ci, il ne faut pas faire ça. Si vous faites ci, vous allez vous tromper. Ça, oui, de toute façon, quoi qu'on fasse, de toute façon, il y a un risque de se tromper. Surtout avec ce degré d'incertitude. Mais ces cellules d'anticipation, c'est de permettre de réunir autour d'une table l'ensemble des connaissances pour dire à un élu, dans 2 ans, il va se passer ça. Où on pense qu'il va se passer ça. Alors, je prends le plus imagé, c'est l'incendie de forêt. Oui. Dans 2 ans, on sait que votre département ou votre région va être soumise aux incendies de forêt. Je suis élu, je vais commencer à mettre des points d'eau, je vais commencer, etc. Je vais aménager le territoire pour voilà. Bon, mais préparer les populations, parce que demain matin, l'habitant qui a devant sa fenêtre une forêt, dans 5 ans, dans 10 ans, ça ne sera pas la même. Il faut lui expliquer qu'il va falloir qu'il accepte que son paysage change. Quand on va avoir les crises se succèdent. Là, on vient d'avoir la crise des scolites qui a ravagé l'épicéa. Le nématode vient d'arriver. Là, on ne sait pas où est-ce que le pain maritime, avec un ver qui est microscopique mais qui détruit très vite les arbres. Bon, tout ça, comment on gère ces crises-là? Les bois qu'il va falloir qu'on coupe, il va bien falloir qu'on les déplace et qu'on les emmène dans les entreprises pour qu'ils soient traités. Certain. Donc ces cellules-là, on est en train de les mettre en place à titre de communes forestières. On aimerait bien quand même que l'État s'empare de ce sujet-là. Parce qu'on a éparpillé un peu partout des données, des connaissances. Il y a plein de choses qui se font. Il y a plein de choses qui existent, mais il y a besoin d'une coordination de l'ensemble. Un peu, l'idée, c'est un peu comme le plan blanc des hôpitaux. On n'attend pas qu'il y ait une crise, une épidémie pour savoir ce qu'on va faire. Si ça se passe comme ça, on va etc. C'est ça qu'on veut. Il y a un plan tempête qui a été fait, qui est très bien fait. On sait comment réagir s'il y a une grande tempête qui fait tomber des arbres. Là, on est sur le changement climatique. Et ça, c'est vraiment une demande très forte. Nous, on avance. On a proposé ces cellules aux différents gouvernements qui se sont succédés. Bon, le temps de leur présenter, c'est un autre gouvernement qui est venu. Donc, depuis 2 ans, c'est un petit peu compliqué. Mais à chaque fois qu'on a proposé de construire ça avec l'État, ça a bien percolé dans la tête des gens. Maintenant, il faut passer à l'acte. Bah oui, bien sûr. Je te remercie pour toutes ces informations. On a appris énormément de choses. Si on a envie d'en savoir un peu plus sur Commune Forestière France, d'adhérer dans une commune forestière en région, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il y a notre site, communeforestiereFrance.com. Et il y a toutes les informations. C'est un site qui doit être restauré, rénové. Parce
il a un peu plus de 10 ans maintenant, donc il commence à être un petit peu vieillot. Donc avec notre responsable de la communication, on est en train de travailler dessus et de proposer. Mais il y a énormément d'infos, notamment la carte qu'on a vue à l'écran tout à l'heure, où vous avez les contacts des gens. Par antenne, par région. Exactement. Ça, c'est hyper important. Et puis, on vous retrouve au Salon des maires. En novembre, ça va venir vite. Là, on est en juin, mais c'est vrai que ça va venir très vite. Tous les ans, au Salon des maires, oui, on a un stand à côté de celui de l'Office national des forêts. Traditionnellement, là, je ne sais pas cette année ce qui va se passer avec les restrictions budgétaires, mais en tout cas, on espère que l'Office national des forêts sera à nos côtés sur le même plateau comme les années passées. Un grand merci Alain. De rien. On va bien sûr partager toutes les informations dans la publication qui sera associée au lien vers cette vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous remercie et je vous dis à très vite.